Vous écoutez Bretagne 5, figurez-vous qu'on est un petit peu en avance, et bien tant mieux. Il est 8h14. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Yann Hamon, co-secrétaire du groupe local Europe Écologie Les Verts Baie de Saint-Brieuc. Il est avec nous au micro de la matinale, j'espère avec une meilleure voix que la mienne. Bonjour Yann Hamon. Bonjour Stéphane, alors un tout petit peu meilleur. Mais... Voilà, donc on va monter un club. Nous allons parler évidemment de politique ce matin. Je voulais commencer par ce climat, cette France qui se fracture de plus en plus, dont on parle beaucoup dans les médias aujourd'hui. France qui se fracture aussi bien dans les régions que, on pourrait dire peut-être d'une façon plus globalement politique aussi. Alors oui, il y a le problème de la conflictualisation politique systématique là, dans laquelle la gauche a une part de responsabilité, certainement, mais évidemment, l'extrême droite et les médias d'extrême droite qui se développent de plus en plus, les médias de Bolloré pour pas le citer, évidemment contribuent assez terriblement au phénomène. Là, si on voit ce qui s'est passé dans la Drôme, et l'histoire, le drame autour de Thomas, évidemment c'est un fait divers dramatique, on doit d'abord avoir de la compassion pour la victime, évidemment une pensée pour la famille, mais alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, alors que finalement les éléments, les faits matériels ne sont pas prouvés, on en fait immédiatement une histoire politique, une récupération assez terrible, avec des tweets incandescents de toute la fachosphère, avec CNews qui reprend ça en boucle, et voilà à quoi ça conduit. Maintenant on se retrouve avec des militants d'ultra-droite qui pensent aller faire, je sais pas, des sortes de ratonnades ou des expéditions punitives dans les quartiers. On l'a vu à Rennes d'ailleurs l'autre soir, hein, cette expédition qui a été filmée, qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Et on l'a vu, on le voit aussi très près d'ici, à Saint-Brieuc, avec des attaques maintenant complètement décomplexées, des militants d'extrême droite, donc 4 ou 5 militants récemment qui sont venus avec des barres de fer, chez un collectif écolo, nos amis de la Serre, pour tout casser, pour frapper des gens. Bon, on en est là, des tags systématiques sur les façades de partis politiques. Des courriers qui sont déposés chez des militants avec des inscriptions nazies, des menaces, un élu municipal à Saint-Brieuc qui a été menacé de mort. Voilà où on en est. C'est une France, alors une France, une Bretagne, puisque on est chez nous, on va peut-être faire un peu de chauvinisme, mais si vous me permettez, mais on a deux France, on a deux France politiques, deux France. On a parlé de cette France des campagnes et de cette France des quartiers. On a beaucoup entendu ça aussi sur les ondes, à la télévision. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter, ces deux France qu'on monte finalement les unes contre les autres? Ouais, c'est ça, la manière dont on les monte les uns contre les autres, évidemment, c'est très inquiétant. Donc il faut que tous les responsables politiques fassent un effort quand même pour essayer d'aller plutôt dans le sens du rassemblement, ne pas attiser les passions mauvaises des uns et des autres. A priori, la France des quartiers et la France des campagnes, elles se retrouvent assez rarement quand même face à face. C'est Gérard Collomb qui nous a quittés récemment, qui disait que pour l'instant on vit côte à côte et qu'on risque de vivre face à face. Faisons tout pour que ça n'arrive pas, et si on doit redonner quand même du sens, et là la gauche a un message à porter, les libéraux aussi devraient porter ce message-là, et je vais revenir sur le cas de Darmanin juste après, parce qu'il y a aussi une difficulté avec la manière dont le ministre de l'Intérieur choisit ses cibles. Mais bon, pour éviter tout ça, il faut que la gauche reprenne l'idée de l'universalisme et le porte de manière beaucoup plus forte qu'elle ne le fait actuellement. Il faut aussi qu'on réapprenne à rassembler les communautés. Elle s'est trompée, la gauche, sur justement ce qu'on a aujourd'hui, finalement, une dérive communautaire. On pourrait l'appeler comme ça, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais elle s'est trompée, la gauche, là-dessus? Je ne pense pas qu'il y ait de dérive communautaire, mais il faut qu'on fasse attention à ce que ça n'arrive pas et qu'on évite d'attiser justement les conflits. Il ne faut pas qu'on choisisse nos victimes, évidemment, et on a intérêt... Bon, c'est une partie de la gauche, hein. On sait très bien qu'une partie de LFI, un petit peu des écologistes parfois, mais surtout de LFI, a eu envie, pour des raisons aussi humanistes, je sais pas, il ne s'agit pas de les attaquer pour l'électoralisme, mais on se lance parfois dans l'idée
de défendre systématiquement une catégorie par rapport aux autres. Il faut qu'on fasse attention, nous, à ne pas faire ça, parce que ça provoque des réactions en face qui sont encore plus violentes, et on arrive à cette confrontation. Arrêtons de tout conflictualiser. Alors, vous parlez d'une parole d'acte décomplexé aujourd'hui, acte répréhensible évidemment, hein, lorsqu'il s'agit de menaces de mort ou de faire peur, tout simplement de faire peur. Essayez de faire discuter, d'essayer de faire parler ces deux France, ces factions politiques aussi, elles sont là. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de possible ou est-ce que c'est déjà trop tard ? Ah ben, c'est absolument indispensable. Hein. De toute façon, en démocratie, normalement, on est censé essayer de régler les conflits par le dialogue, c'est le principe, et pas par la violence. Donc la discussion, elle est absolument nécessaire. On a franchi un cap, là, un pas, si j'ose dire. Oui, on franchit un cap. Mais alors, je voulais en venir sur Darmanin. Il y a des choses qui sont inacceptables. Il est temps que le ministre de l'Intérieur, qui fait beaucoup de zèle pour s'occuper d'éco-terroristes quand ils font 3 griffures sur un green de golf ou qui démontent une pompe au fond d'une fosse qui, par ailleurs, est plus ou moins illégale. J'aimerais qu'ils mettent autant de zèle à arrêter les militants d'ultra-droite et à casser ces organisations, parce que là on est sur des choses qui sont extrêmement dangereuses. Je crois qu'il faut que les collectifs de gauche qui sont pris pour cible portent plainte systématiquement aussi, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais là on peut pas se laisser faire comme ça. Il y a des choses qui ne doivent pas laisser passer, et c'est extrêmement dangereux, hein. Là on est quand même dans un climat, quand on commence à avoir des milices qui sont plus ou moins organisées, de plus en plus nombreuses, dans un climat pré-fasciste. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. On entend des voix qui disent, y compris des historiens parfois, qui disent on se retrouve presque dans le climat de l'avant-guerre. Là aussi c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous interroge, qui vous... Voilà, oui, c'est extrêmement, effectivement, quelque chose qui nous amène vraiment à nous interroger. Bon, nous, on pousse dans le sens du rassemblement, du dialogue, et comme je vous l'ai dit, moi je crois que vraiment il faut qu'on remette l'idée de l'universalisme et qu'on remette l'intégration républicaine au cœur de nos principes. Bon. Vous parlez des médias tout à l'heure, on pourrait y rajouter les réseaux, hein, les fameux réseaux sociaux où la haine se déverse, j'allais presque dire sans contrôle. Est-ce qu'il faut avoir une réflexion autour aussi de la vie médiatique en France ? Alors la vie médiatique, très certainement. Il y a eu beaucoup de condamnations, je pense à CNews hein, évidemment, de l'Arcom. Beaucoup de rappels à l'ordre. Peut-être qu'à un moment, il va falloir quand même s'interroger sérieusement sur ce qui est émis sur cette chaîne, sur les gens qui prennent la parole, sur les... Moi, je pense, je suis de temps en temps... ce qui est dit sur le climat, enfin, c'est honteux. On donne des mensonges en direct. Les éditorialistes ne sont jamais repris. On invite des gens dont on sait pertinemment qu'ils racontent n'importe quoi sur le sujet. Et voilà, on pousse comme ça à l'inaction et au climato-scepticisme. On continue la fabrique du doute qui était financée avant par les industries fossiles et qui maintenant, ça devient le business de l'extrême droite. C'est assez affligeant. Tout ça pour monter la ruralité qui serait par nature climato-sceptique. C'est quand même eux aussi qui vont être très très concernés hein, par les conséquences des sécheresses, des inondations évidemment, de la baisse des rendements agricoles, de la chute de la biodiversité. Dans les campagnes, on va le sentir passer, hein, faut pas croire que ce sera qu'en ville. Et malheureusement, voilà, on attise un sentiment de climato-scepticisme sur fond de il faudra absolument préserver le diesel. Enfin bon, et c'est l'extrême droite, c'est une partie de la droite républicaine. On pourrait parler de notre député dans les Côtes-d'Armor, Marc Le Fur, qui tient des discours mais complètement dingues. Bon. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un contrôle pour des médias qui sont de diffusion très générale de la qualité des informations. C'est pas possible de laisser que des opinions s'expriment, c'est une chose, mais qu'on laisse des mensonges être dits en permanence, c'est un problème. Il y a ça, on a vu le JDD, hein, première une du JDD, on arrive quand même à se tromper de photos, donc on fait une manipulation autour d'un fait divers, on prend pas le bon Enzo. Voilà le sérieux de ces médias. Et il y a beaucoup de gens qui s'abreuvent de ça. Après, vous avez parlé des réseaux sociaux. Ce qui se passe sur Twitter, c'est extrêmement inquiétant aussi, hein, la dégradation de la qualité de l'information. Moi, je pense que c'est difficile de réguler comme ça, de bloquer les réseaux sociaux. On pourra rentrer dans des idées de censure, de rejet de la liberté d'expression. Donc, il faut réguler tous les messages de haine et qu'il faut que les plateformes travaillent. Par contre, il y a quelque chose qu'on devrait réguler, c'est la protection des mineurs. C'est-à-dire que des mineurs qui ont accès à 12 ans, 13 ans à des informations fausses en permanence via TikTok, via Twitter, c'est pas possible.
Alors il y a un travail qui est fait, on parlait de l'ARCOM, je me permets cette petite assertion, mais l'ARCOM travaille beaucoup sur le fait d'éviter de répandre des fake news, également le fait de pouvoir aussi, dès le plus jeune âge, amener les jeunes qui sont à l'école. Alors ça se passe beaucoup avec les radios, quelques télévisions aussi, pour comprendre l'information, comment elle est recueillie, comment elle est recoupée, comment elle est restituée. Voilà, l'information à l'école, c'est important. Donc voilà, gros travail qui est fait par l'ARCOM, je tenais à le dire, et aussi par beaucoup d'associations. On pourra penser aussi au Clémy. Voilà, il fallait le dire ce matin. Là aussi, il y a les moyens des chaînes d'information ou des radios, des télévisions qui sont peut-être un peu plus modestes. Est-ce que là aussi, un jour ou l'autre, il faudra réfléchir aux moyens qui sont donnés à ces radios, à ces télévisions d'expression qui font ce travail-là? Il y a deux choses. Je vais répondre sur la partie scolaire, parce que c'est très très important à mon avis. Ici, effectivement, le travail du Clémy, il est remarquable. Moi, je l'utilise parce que je suis professeur de français, donc j'utilise de temps à autre aussi en cours, c'est intéressant. Le problème, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 heures, 3 heures dans l'année, quand on a le temps, pour travailler sur ces questions de lutter contre la désinformation. Donc les professeurs font le boulot, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, si les gamins qui sont en moyenne quelque chose comme 5 ou 6 heures par jour sur les écrans s'abreuvent de vidéos complètement dingues sur TikTok, on est démunis. Il y a un moment où il y a une question à la fois de santé publique et d'éducation qui va se poser, c'est la question de la régulation du numérique pour les adolescents. Il va falloir mettre les choses sur la table. On a réussi à faire des choses assez formidables. Je pense à la sécurité routière. À un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait 7-8 000 morts par an et on est tombé à 3 500 parce qu'on a mis vraiment les choses sur la table et qu'on a mis l'interdiction de la ceinture, l'alcool, etc. Le tabac, on a d'une année sur l'autre, on a arrêté de fumer dans les bars, dans les restaurants. Tout le monde trouvait ça dingue et en fait, tout le monde s'y est habitué très vite. Et ben, il va falloir que pour le numérique et les enfants, on réfléchisse à faire la même chose parce que là, on ne pourra pas. En fait, les professeurs, les associations font ce qu'elles peuvent, mais les parents aussi font ce qu'ils peuvent, mais face à il y a un déferlement d'images fausses, face à l'addiction aux écrans qui pose plein d'autres, mais même sans rentrer dans l'addiction, simplement la surconsommation d'écran, malheureusement, on sera pas de taille. Donc tant qu'on n'aura pas vraiment posé ce sujet sur la table, qui va pas faire plaisir à Google, tout ça évidemment, mais ça c'est pas notre souci. À un moment, il faut aussi protéger notre jeunesse et protéger notre avenir. Et sur les moyens, est-ce que demain il faut qu'il y ait une réflexion autour des moyens justement pour donner peut-être alors je vais peut-être prêcher pour la chapelle des radios associatives, on en fait partie, elles sont nombreuses, il n'y a pas que Bretagne 5, les consoeurs, les confrères qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce que demain il va falloir donner plus de moyens, plus peut-être aussi de cohésion à tous ces projets ? Alors oui, le travail sur la manière dont sont organisés les médias actuellement, effectivement, c'est une grande réflexion qu'on a. Nous, on est pour la déconcentration. C'est-à-dire qu'avoir un seul propriétaire ou quelques propriétaires qui détiennent de très nombreux médias, évidemment, ça pose des graves questions de comment est diffusée l'information en France. Le cas de Bolloré est extrêmement inquiétant, mais il y a d'autres milliardaires qui ont beaucoup de médias aussi. Ça sape la confiance dans les médias. Donc quand on laisse la confiance dans les médias est sapée, qu'est-ce qu'on fait ? On va vers des sources qui sont bien pires encore. C'est ça le cheminement, quand on dit tous les médias vous mentent, ce que disent parfois aussi des gens à gauche. Bah oui, mais le problème c'est que quand on commence à croire ça, on va aller chercher des médias alternatifs, et les médias alternatifs, pour le coup, ils racontent n'importe quoi. Ils ont raconté n'importe quoi sur le Covid, et maintenant ce sont devenus des spécialistes du climato-scepticisme pour beaucoup. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ça veut dire qu'effectivement, il faudra sans doute remettre des moyens publics. Il va falloir que les journalistes aient plus d'importance dans le choix de leur ligne éditoriale, ce qui s'est passé au Journal du Dimanche. Évidemment, absolument désastreux. Voilà, donc là, il y a une grande réflexion à mener, bien sûr, et les écologistes sont sensibles depuis longtemps sur ce thème. Alors, le climato-scepticisme existe toujours, on le voit là encore, je vais pointer du doigt les réseaux, mais sur certains médias également. Alors nous ici, on essaie d'en parler, puis comme on a quand même été un petit peu impacté par la tempête Ciarán, on s'interroge aussi sur ce climat qui change, c'est plus une vue de l'esprit, c'est une réalité. Bientôt la COP28, une COP de plus, allais-je dire. Alors celle-là, c'est la
plus inquiétante depuis longtemps quand même, parce que choisir de faire une COP aux Émirats Arabes Unis avec comme président le sultan Al-Jaber, qui non seulement est président de la plus grande compagnie pétrolière, mais en plus vient d'annoncer qu'il allait passer de 3 millions à 5 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2030, c'est quand même très très compliqué là d'avoir espoir dans cette COP-là. Ça veut dire qu'on va sans doute encore perdre du temps. Pourtant, effectivement, les conséquences du réchauffement climatique, elles sont de plus en plus visibles. Elles ont été dramatiques cet été. On a été relativement épargnés en France. Relativement, parce que dans le Sud, ils ne partageraient peut-être pas mon point de vue. Mais on a déjà vu les conséquences dans le Pas-de-Calais, là, qui ont été dramatiques. Alors, la tempête Ciarán, c'est compliqué de dire que c'est le climat, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais, dans le même temps, effectivement, le discours climato-sceptique remonte. Complètement fou. On est en train de nier l'évidence la plus absolue, le consensus scientifique le plus total. On peut se poser des questions aujourd'hui. Pourquoi est-on encore climato-sceptique alors qu'on a quand même tous les clignotants rouges? Alors, il y a un mélange d'intérêts, sans doute. Donc, vous avez la partie droite, extrême droite, qui joue là-dessus pour flatter une sorte de populisme, on va dire, pour rassurer les gens, pour dire regardez ces méchants écolos extrémistes, ils vont vous dire de moins utiliser votre voiture. Donc là, l'exemple, ça serait Marc Le Fur ici. Je reviendrai sur ce qu'il a dit suite à la tempête Ciarán, parce que c'est affolant. Vous avez ensuite tous ceux qui sont anti-système et qui rentrent dans un discours un peu dingue, parfois manipulé par les Russes. On le voit, il y a des comptes comme ça sur Twitter. On a vu que c'est les mêmes comptes, c'est un truc assez fou, qui étaient experts du Covid il y a un an et qui sont devenus des experts du climat. Et les gens les croient. Tu vois, Florian Philippot, il était devenu spécialiste en immunologie, il est devenu climatologue, soudainement. Bon. Et on porte crédit, certaines personnes portent crédit à ces gens-là. Alors, là, il y a un travail, évidemment, il y a une question d'éducation, là, parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais il faut que nous, on soit plus pédagogues, il faut que les scientifiques, il ne s'agit pas de croire les écologistes. Moi, j'encourage tous les gens à aller s'informer, à aller regarder réellement les choses, pas sur Jean-Marie climato-sceptique, mais allez voir les médias dans lesquels vous pouvez avoir confiance, allez voir, je sais pas, France TV, allez voir Wikipédia, allez chercher des sources convergentes, faites-vous une idée sur ce que dit le GIEC. Le GIEC, c'est un consensus de scientifiques. Il ne s'agit pas, évidemment, vous allez trouver, puisqu'on fabrique le doute, donc c'est à grande échelle, donc vous allez trouver des gens qui vont vous dire que le GIEC est payé par je sais pas quoi. Le GIEC compile les études de dizaines de milliers de scientifiques dans le monde. C'est ça le travail du GIEC. C'est pas des gens qui décident de quoi que ce soit. Ils compilent les données qui sont les données de l'ensemble des recherches scientifiques sur des années. Bon. Ce que dit GIEC est assez effrayant, et ce que dit GIEC est assez proche de ce que disent les écologistes depuis longtemps. Voilà. On reproche aux écologistes aujourd'hui, on l'entend là encore. Je vais pointer du doigt les réseaux, les médias, en tout cas certains. On dit oui, mais les écologistes, ils nous font peur. Voilà, ils veulent nous empêcher de vivre comme l'on vivait avant, nous empêcher de prendre notre voiture, par exemple. Oui, mais il va falloir que les gens comprennent au fur et à mesure que les gens ceux qui prétendent que vous allez continuer à vivre comme avant, vous mentent. C'est ça la réalité. C'est pas qu'on veut vous faire peur, c'est que actuellement, nous sommes dans une situation, de toute façon, on va changer de vie. Soit on changera de vie parce qu'on va faire l'effort de maintenir des conditions d'habitabilité de la planète cohérentes pour nous, pour nos enfants, soit on va essayer de continuer un petit peu, et puis on va avoir des tempêtes de plus en plus régulières, des catastrophes de plus en plus régulières, et ça, évidemment, notre vie va changer. Sur cette nouvelle COP28 que l'on évoquait tout à l'heure, Yann Hamon, est-ce que pour vous c'est un coup d'épée dans l'eau finalement, cette COP28, elle n'aura pas, elle risque au contraire peut-être des mêmes contre-productives? Pour l'image, c'est assez terrible. Moi, je suis étonné de voir que les Nations Unies, on a eu un secrétaire qui annonçait, pour le coup, lui était assez catastrophiste. Enfin, peut-être lucide, mais en tout cas, on avait Gutiérrez qui avait des interventions très fortes, et il choisit d'organiser cette COP complètement surréaliste à Doha. Ça donne de l'eau au moulin, finalement, des climato-sceptiques, de ceux qui disent, regardez,
Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Là, finalement, on a très peu d'attentes sur cette COP, donc finalement, on peut avoir que des bonnes surprises, peut-être. C'est important d'y être. Nous, on va demander, les écologistes européens et mondiaux, les Verts mondiaux sont représentés. On va continuer à demander une sortie rapide des énergies fossiles, un traité de non-prolifération. On devrait, à ce stade, tous les scientifiques le disent, arrêter toute nouvelle extraction. Ce que fait Total avec le projet EACOP, c'est totalement incendiaire. C'est quelque chose de fou. Qu'ils utilisent des réserves qu'ils ont trouvées déjà, ils ne devraient même pas tout utiliser. Là, on devrait laisser une bonne partie des réserves déjà trouvées dans le sol, et là, on continue à en chercher d'autres. C'est extrêmement inquiétant. Il y a l'exploitation aussi des océans, on le voit alors de plusieurs manières. Déjà, la recherche minière, là aussi pour trouver peut-être des métaux rares, des choses que l'on n'a pas sur Terre aujourd'hui. Et puis il y a aussi une autre exploitation, c'est la fonte des glaces et les grandes lignes de navigation. La Russie est très intéressée, la Chine également, pour gagner du temps sur les océans. Est-ce que là aussi, la bataille est perdue, ou est-ce qu'il faut encore et toujours remettre, j'allais dire, le métier, enfin l'ouvrage sur le métier sur l'ouvrage? Je vais y arriver. C'est deux questions différentes. De toute façon, à partir du moment où les voies de navigation vont s'ouvrir, les bateaux vont les emprunter. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait des nouveaux forages, parce qu'il y a des endroits qui se sont dégagés, parce que là, évidemment, on va continuer à aggraver le problème. Par contre, l'exploitation minière des océans, on est entré... Là, c'est un processus de destruction majeur. Il faut qu'on fasse extrêmement attention et qu'on soit très ferme là-dessus. Bon, je pense que la France a une position assez dure pour l'instant, mais je me méfie toujours des positions dures macronistes, parce qu'elles finissent parfois par s'amollir. Donc, on l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur la sortie du charbon. Enfin, à chaque fois, ça nous est annoncé, on va sortir en 2023, en 2022, et puis quand la date arrive, on n'est pas prêt, on repousse de 5 ans, on repousse de 10 ans. La transition immobile, en fait. Vous avez prononcé le mot glyphosate, Yann Hamon. Le glyphosate est autorisé à nouveau pour 10 ans. Je vois votre tête, votre dépit quelque part. C'est une catastrophe pour vous? C'est le signe d'un manque de volonté réelle de changement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas bousculer le monde agricole. Je comprends bien que les choses ne puissent pas se faire d'une année à l'autre. Enfin, là, ça fait quelques années qu'on en parle du glyphosate, qu'on connaît. On n'a pas de substance pour faire exactement la même chose, parce que probablement, si on avait un herbicide qui faisait strictement la même chose, il serait aussi nocif. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vers un changement des pratiques agricoles, une réduction de la taille des exploitations. Enfin, on connaît tout. Voilà, l'INRA a donné 3 scénarios possibles pour la sortie totale des pesticides. Ce sont des choses qui sont sur la table. On sait qu'on peut nourrir l'Europe sans problème avec une agriculture entièrement biologique. Ça aussi, ça a été montré. Bon, voilà, à un moment, il va falloir accepter que le modèle agricole actuel ne pourra pas tenir. On a des pollutions massives de l'eau, des sols. On sait que le glyphosate est un cancérigène probable. Les seules études qui mettent ça en cause, ce sont les études financées par Bayer, Monsanto. Bon. Oui, c'est assez affligeant ce qui vient de se passer. La position de la France qui s'abstient alors qu'il y a eu un engagement d'Emmanuel Macron d'en sortir en 2022, évidemment, nous afflige. Voilà. Ça veut dire évidemment les promesses écologiques d'Emmanuel Macron, qui devait avoir un grand quinquennat sur la planification. Malheureusement, on ne peut absolument pas les croire. Sur le charbon, il ment. Sur le glyphosate, il s'abstient au dernier moment. Sur la trajectoire carbone, on a une trajectoire qui est définie, mais en même temps, on a le ministre qui nous dit oui, on va avoir entre 2,5 et 2,9 degrés de réchauffement. Donc ça veut dire qu'on abandonne, quoi. Parce que 2,5 ou 2,9 degrés, vous voyez, là, on est à 1,2. Vous avez vu les conséquences cet été? Donc, chaque dixième de degré, ça peut paraître assez flou pour les gens, mais chaque dixième de degré, c'est des conséquences supplémentaires, et c'est de plus en plus grave. Donc, si on laisse dériver les choses comme ça, et oui, on sait que le 1,5 des accords de Paris, on est déjà mal engagé. Mais alors, si l'objectif suivant, on passe de 1,5 à 2,5 degrés ou 2,9 degrés, alors là, on va vers des jours très difficiles. 2,5, 2,9, je crois que c'est plus de 500 millions de personnes sur la planète qui sont en insécurité alimentaire. Des zones entières où on ne pourra plus vivre. Donc là, si on fait dériver ça, les questions autour de l'immigration, ça ne va pas être les mêmes. Donc attention, il s'agit de remettre les choses... remettre quand même les enjeux essentiels, c'est-à-dire la protection du vivant, l'habitabilité de la planète, au centre du village, parce que là, on est en train de laisser dériver de manière assez inquiétante. Il y a un manque de volonté politique, une peur politique peut-être? Je vous employer le mot peur. Je pense que l'un des problèmes, il y a des gens qui jouent sur les peurs,
L'un des problèmes quand même, c'est l'inadéquation entre le temps de l'écologie, le temps long, et le temps des mandats politiques. C'est-à-dire, personne n'a envie d'être le premier à prendre des mesures qui pourraient être mal perçues par les citoyens. Le souvenir des Gilets jaunes en France, je crois, mais parce qu'on s'y est très mal pris en réalité, mais bon. Le souvenir des Gilets jaunes en France fait qu'on se dit que de la moindre mesure, je ne sais pas, les ZFE, le 110 sur l'autoroute, risquerait de provoquer des catastrophes. Et puis, en ce qui concerne le gouvernement macronisme, il y a l'attachement, il faut le dire, au libéralisme et la protection des ultra-riches. Parce que si vous voulez commencer à inciter les gens à faire des efforts, vous commencez par exemple par interdire les jets privés, par réguler très sérieusement les yachts. Là, les citoyens peuvent comprendre. On dit, ok, on a commencé par les gens qui abusent. Donc là, ensuite, on peut peut-être accepter, nous, je sais pas, de rouler plus qu'à 110 sur l'autoroute, ou un dimanche de prendre la voiture le dimanche, des choses simples comme ça. Il faut commencer aussi par donner un certain exemple. Quand je vois le président Macron qui vient regarder les conséquences de la tempête et qui fait Paris-Rennes en jet, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on est obligé de faire ça. Sur les conséquences de la tempête, vous étiez fâché avec les propos de Marc Le Fur. Je vais vous préciser, parce qu'on a fait un petit communiqué de presse là-dessus. Donc Marc Le Fur, à l'issue de la tempête, a expliqué qu'on avait vu qu'on était dépendant à l'électricité. Et que du coup c'est important de conserver d'autres sources d'énergie. Il faisait ça sous forme de questions, il est malin. Il s'interrogeait sur le fait de la nécessité de conserver d'autres sources d'énergie, comme le diesel, comme le gaz, pour éviter d'être trop dépendant. Bon. Alors déjà, la dépendance internationale, le diesel et le gaz, c'est quand même essentiellement des choses qu'on ne produit pas, même si on produira peut-être un peu de biogaz. Et d'autre part, si on se dit qu'on va conserver d'autres sources d'énergie il avait cité l'exemple des volets roulants, c'était assez drôle. Il y a des gens qui sont restés une semaine bloqués derrière leurs volets roulants. Alors moi, je pense que la solution, c'est plutôt d'éviter d'avoir des volets roulants électriques et d'avoir peut-être des volets, au moins avec une sécurité manuelle, plutôt que de se dire on va tous s'acheter un générateur avec du diesel qu'on va changer tous les ans, parce que l'essence, ça dure qu'un an, pour pouvoir débloquer nos volets roulants en cas de tempête. Tempête qui arrive tous les 25 ans, quoi. L'électrification de nos sources d'énergie, l'électrification des transports, l'électrification des chauffages, c'est absolument essentiel. Alors là, c'est encore une fois pas les écologistes qui le disent, le GIEC. Parce que la sortie des fossiles, c'est pas une option. La sortie des fossiles, c'est notre seule solution. On va devoir s'arrêter là, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, Yann Hamon, mais je regarde l'horloge et mon réalisateur me fait des petits signes pour me dire que ça y est, on est arrivé au bout de cette interview. On prolongera évidemment la question, puis pour ma part, je n'ai pas de volet roulant électrique, je suis encore à l'huile de coude. Voilà, ça je voulais le préciser. Merci infiniment Yann Hamon, co-secrétaire du groupe local Europe Écologie et Verts de Saint-Brieuc, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.